Et je vous laisse découvrir pour commencer cette partie une petite musique qui va nous remettre dans l'ambiance. Bon, alors nous aurons l'occasion de vous parler un petit peu plus tard de toutes ces musiques d'ambiance. Mais déjà, pour commencer, on va commencer au début, hein. Lorsqu'on tourne les premières pages de Steel Ball Run, Evan, je pense que tu pourras peut-être confirmer, mais moi en tout cas, j'avais l'impression, et j'ai eu l'impression aussi de la part d'amis, que Steel Ball Run, en fait, quand on le commence, on a l'impression de s'être trompé de manga. C'est un petit peu l'impression que ça donne. On se dit, mais c'est bizarre, c'est super différent. Où est Jojo? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que tout ça, en fait, ça vient du fait que on a un petit peu un retour à zéro, un retour dans le passé, euh, avec une ambiance Far West, hein, comme on a commencé à vous faire ressentir avec ces premiers échanges. Et puis voilà, plein de nationalités différentes, mais on va en parler avec toi, Evan. Bah oui, exactement. Quand on démarre, on n'est pas tout de suite sur l'introduction d'un personnage, il me semble, hein. Ça vient un peu plus tard. On a cette histoire très vite de la Steel Ball Run, donc la fameuse course qui se met en place. Et c'est là, bon, on se dit, bon, bien sûr, on reconnaît quand même le style d'Araki, on va en parler aussi, mais on se dit, c'est un peu étrange tout ça, on est un peu paumé dans l'histoire, dans la façon, dans le récit en fait. Et puis on se met d'un coup, au fur et à mesure de la présentation des personnages, à se rendre compte qu'il y a des noms qu'on retrouve et qui sont bien des noms de Jojo. Ouais, tout à fait. Alors, déjà, moi, je pense que pourquoi est-ce qu'on est perdu un petit peu au début? C'est parce que on a pris l'habitude d'avoir quand même quelque chose auquel se rattacher. Par exemple, partie 3, on a Joseph qui arrive, qui introduit le truc. Partie 4, c'est Jotaro encore. Partie 5, même si c'est bien détaché, on a directement, on a Koichi, on a Jotaro. On a Giorno qui est nous est directement présenté comme le fils de Dio. Donc en fait,
on n'est pas si loin des autres parties. Et là, vraiment, c'est le début de quelque chose, en fait. C'est vraiment ça que ça me donne comme impression, Steel Ball Run. C'est le début de quelque chose, et on se met super loin de là où, où on a l'habitude d'être, et on découvre une nouvelle époque, et une autre partie sous un nouveau jour un petit peu. Oui, bah, c'est là qu'on va avoir donc ce fameux décor Far West, décor qu'on retrouve quand même très peu hein, en manga. C'est quand même pas Mhm. la culture voilà, des Japonais. Donc déjà, ça change, parce que du coup, bah, c'est bien en Amérique, c'est bien aux États-Unis. On est sur cette thématique de la course, il me semble, donc de l'Est vers l'Ouest, ou si ce n'est pas... Non, c'est l'inverse peut-être. Ouest vers l'Est, oui, c'est C'est ça. ça, donc c'est un peu l'inverse de Euh, la ruée vers l'or. Et, mais on a quand même cette thématique voilà, du voyage qui revient et puis de la traversée des États-Unis. Et puis c'est là effectivement qu'on va avoir le côté cosmopolite, peut-être qu'on peut aussi attribuer aux États-Unis aujourd'hui avec les communautés hispaniques, les communautés, enfin tout le nombre de populations immigrées à travers les âges qui sont arrivés aux États-Unis. Et ben on retrouve aussi ça avec les nationalités que Hirohiko Araki a déjà explorées, à savoir les Japonais, les Italiens, et puis les Anglais aussi. et d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit juste avant, là, sur le fait que finalement, en fait, sur Steel Ball Run, quand on y arrive, on a, euh, on a un on a un nouveau paysage et on a de nouvelles, comment dire, c'est comme tu disais, c'est un peu la course, la ruée vers l'or qui est inversée. On a quand même des nationalités qui sont. Alors on a quand même ce retour un petit peu de certains personnages, hein, on peut peut-être le dire dès maintenant, mais surtout on a ce truc d'une échelle qui est bien plus large, je trouve, qu'avant. Alors notamment peut-être au niveau des dessins, mais surtout on voit un petit peu tous les participants qui sont présents à cette course. Et c'est vrai que d'un coup, ça donne une autre échelle un petit peu dans les cases, notamment parce que il y a nombre de participants qui seront sur des chevaux. Et, Mm. euh, et donc, c'est vrai que ça ouvre vers un univers bien plus large, je trouve, que sur les parties précédentes. Oui, étonnamment, voilà, il y a cette place qui est laissée dans chaque case pour voilà, des paysages façon format cinéma, quoi, format vraiment long, des cases en longueur comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément avant. Il y a aussi la notion de rythme hein, qui rentre en compte là-dedans, c'est-à-dire en fonction de la taille des cases qu'elles prennent dans chaque page, et puis aussi du dessin qui est à l'intérieur, ça va potentiellement changer le rythme de lecture en fonction des lecteurs. Et ce style qui a évolué et qu'on a entendu tout à l'heure, euh, ce style qui a évolué, il va aussi s'appliquer aux personnages, bien sûr, puisque Araki forcément adore dessiner ses personnages. Et ça se voit notamment sur les visages qui paraissent plus réalistes et qui paraissent magnifiques en fait. Ouais, alors justement, on peut parler un petit peu du dessin qui a évolué. Bon, on avait un petit peu cette discussion en faisant l'émission, mais donc on l'a introduit avant. Il y a eu un changement de cible un petit peu éditorial, puisqu'il y a eu un changement de magazine. Ça venait d'une volonté de l'auteur, je pense, déjà de changer le rythme de parution, de se concentrer un peu plus sur son art, parce que on le sait bien que Araki, il aime quand même beaucoup dessiner. Puis peut-être que voilà, il voulait surtout aborder des thématiques plus matures aussi. Des thématiques plus matures effectivement, puisqu'on a ce changement d'édition qui passe voilà, d'un magazine dédié voilà, aux jeunes garçons dans le sens shonen. Donc voilà, les tranches d'âge entre 12 et je sais pas
12, 20, 25 ans, mais non, c'est élargi, c'est sûr. En France, on n'a pas forcément les mêmes standards. Et à ce côté plus seinen, donc voilà, à une cible quand même plutôt au-delà des 15 ans quand même, voire plus. Et, euh, et donc, effectivement, on va avoir, moi, ce qui m'a marqué le plus dans cette forme de maturité du récit et de la cible éditoriale, c'est quelque chose d'un peu moins manichéen, peut-être. Alors, enfin, ça, on peut pas vraiment le dire. C'est très manichéen. On a encore un grand antagoniste et tout ça, mais c'est pas vraiment ça qui me fait dire ça. C'est plutôt le fait que d'un coup, on ne suit pas que un Jojo, mais on se rend compte que autour de lui, il y a beaucoup de personnages qui ont chacun leurs objectifs personnels et qui vont pas Mhm. forcément s'allier avec Jojo et tout ça, quoi. Ouais, ouais, bah c'est ça en fait. D'ailleurs, même pour être sûr que nos auditeurs ne confondent pas, il y a aussi, bien sûr, sur les parties précédentes, il y avait des groupes qu'on suivait, mais là, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est pas parce que les groupes qu'on suivait, ils avaient le même objectif. Là, c'est vraiment des entités, des personnes, même en individuel, qui arrivent et qui ressortent du récit en autonomie. Donc on sent que Araki réfléchit bien plus en dehors de ce qui se passe, j'allais dire à l'écran, mais dans ses cases. Et, euh, et donc les personnages sont plus libres et surtout, voilà, ils ont d'autres objectifs. Donc ça contribue à donner ce truc un peu plus mature. Et puis il y a plus de nuances dans les propos. Il y a plus de nuances dans les propos, effectivement. Moi, ce qui me fait très rire dans cette partie, c'est tout le travail qu'il y a sur les dialogues. Donc ça fait rire et aussi, donc évidemment, il y a du sérieux, mais c'est vrai que je retiens aussi une patte de Hirohiko Araki qui continue de se confirmer. On l'avait déjà un peu dans les parties précédentes dans le manga. Peut-être que ça ressort moins ça dans l'animé justement, enfin non, pas dans l'animé de Steel Ball Run, mais dans les animés déjà sortis. Euh, un jeu sur les dialogues qui est parfois assez amusant avec des répétitions d'expressions farfelues à travers plusieurs cases. Parfois, tu as 7 cases à suivre où il y a le même personnage qui dit exactement la même réplique dans les 7 cases. Et c'est une sorte voilà, de jeu comme ça. Mais évidemment, il y a tout ce qui concerne ben, les thématiques de la partie. Il y a des choses un peu lourdes. On parle du président des États-Unis notamment. Euh, voilà, donc il y a aussi tout ce côté-là, quoi. Ouais, alors, ouais, donc dans le plus sérieux, c'est vrai que dans le plus lourd, on a quand même, on commence à avoir des personnages, des antagonistes qui ont raison. Ça fait partie de. Il y avait toute cette trend avec Thanos sur Avengers en mode, bah voilà, ouais, si t'es plus mature, enfin quand t'es enfant, tu suis les héros et puis quand t'es adulte, tu suis Thanos. C'était un petit Ouais. peu ça. Euh, mais bon, c'est bon, c'est sûr, c'est quand même intéressant de voir ça au cinéma. Mais là, il va un petit peu plus loin dans ses thématiques, dans ses messages qu'il veut faire passer. Et on sent qu'il prend pleinement, il embrasse pleinement maintenant la cible éditoriale dans laquelle il est, dans le seinen, puisque bah voilà, maintenant c'est plus comment dire, ces thématiques, ces messages ne sont plus pareils à ces ancrages entre du blanc et du noir, mais maintenant il y a bien plus de nuances de gris dans les messages qu'il veut faire passer, et ça c'est quand même assez intéressant. Alors moi, le seul truc la seule chose que je pourrais en retenir d'un peu dommage, si on peut dire ça comme ça, c'est que du coup, je pense qu'on perd un petit peu, en faisant plus de nuances, on perd de punch un petit peu. Un punch shonen, de toute façon, Hmm. qui est propre. Et de toute façon, c'est un sacrifice qu'on est obligé de faire. Je pense que c'est difficile d'être à la fois vraiment mature, nuancé, et en même temps d'avoir autant de punch, tu vois, Ouais, et c'est autant vrai. de choses qui viennent attirer facilement. Je pense que de toute façon, là, on ne peut pas y recouper. Bah, c'est vrai que bon, au niveau des propos et donc peut-être des opinions justement qui vont en découler, c'est à savoir le choix qui est laissé au lecteur du camp, de peut-être choisir son camp. Alors
enfin, Mhm. il peut y avoir une vision un petit peu comme ça, justement, dans ce nuançage. Mais c'est vrai qu'on est quand même à l'inverse. Enfin, on n'est pas exactement dans le même délire que la semaine dernière avec Code Geass, où justement les opinions avaient tendance à animer l'esprit du lecteur, justement, à le titiller. Là, effectivement, il y a peut-être un côté moins punchy, comme tu dis, et ça se ressent dans la lecture. Mais moi, personnellement, je trouve que la lecture est aussi. Pour revenir sur l'art, justement, on va en parler là, autour des pouvoirs, mais pour revenir sur l'art, la lecture est aussi un petit peu. Elle change en fonction, forcément, de, du dessin, soit de la clarté des dessins, soit un dessin qui est fait de manière très rapide, avec des choses un peu ancrées comme ça, des traits qui sont pas fermés, ça donne toujours une impression de lire des cases plus rapidement. Alors que Mhm. comme Hiroki Araki est vraiment parti dans l'idée de faire vraiment des cases avec des dessins complètement terminés dans chaque case, complètement aboutis. Il n'y a pas de traits qui restent ouverts, voilà. Euh, Ça donne aussi un rythme différent dans la lecture, quoi. Ouais, c'est vrai que là, on arrive sur un dessin qui est bien plus abouti, encore une fois, hein, mais de toute façon, je pense que c'est vraiment l'évolution normale, hein. Araki il continue d'avancer quoi qu'il se passe. Et là, voilà, dessin plus mature, plus réaliste, des visages qui sont vraiment bah ouais, plus réalistes. C'est même plus sérieux un peu, on peut dire, hein, en général. Et là, surtout là où il se fait plaisir, c'est encore le setting, là on y revient, mais c'est les États-Unis, années 1890, le Far West. Il laisse vraiment la place au paysage, surtout sur la fin, sur les derniers arcs, il y a vraiment des planches qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, on a l'impression bah, de voir un film ouais, Oui, de Far West, sur le Far West avec presque du cinémascope, hein. Des fois, oui, voilà, c'est c'est vraiment ça. des cases horizontales avec bah, une grande place au paysage. Ils sont dedans. D'ailleurs, à la fin hein, de Steel Ball Run, Araki disait que il commençait à en avoir marre de faire que des paysages. Donc, comme quoi, tu vois, il a vraiment mis tout ça dans cette partie-là au niveau des paysages. Euh, et d'ailleurs, c'est cool parce que, bah, tu le disais tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ce genre de setting dans les mangas japonais. Euh, et d'ailleurs, en coulisses hein, de l'émission, on s'était arrêté bien sûr sur cette partie-là hein, avant notre pause estivale. Et on avait eu du mal parce qu'avant on faisait par thématique et en fait on avait essayé de regrouper Steel Ball Run avec peut-être un autre manga qui se passait un petit peu dans ces thématiques-là ou dans ces ambiances-là de Far West. Et c'était très dur en fait, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui matchait. Ouais. Et bah, en tout cas, on va pouvoir justement enchaîner sur ces thématiques, donc les thématiques peut-être un peu plus profondes que Steel Ball Run évoque, euh, euh, pour rentrer un petit peu voilà, dans le sens de ce qui, voilà, des histoires qu'il fait vivre à ses personnages. On a en Mhm. premier lieu, et on l'entendra encore un petit peu tout à l'heure, cette relation Joestar-Zeppeli qui évolue encore, puisqu'évidemment on a le retour d'un Zeppeli hein, dans Jojo, et ça faisait longtemps après la partie 2. Et il me semble que voilà, les personnages Zeppeli, c'est quand même ceux qui sont assez appréciés dans la saga Jojo. Et on a cette évolution entre la partie 1 où le Zeppeli était vraiment le maître du Joestar, donc Antonio qui apprenait à Jonathan comment utiliser l'onde et tout ça. C'était vraiment le maître plus âgé d'une génération au-dessus, voilà. Dans la partie 2, on avait vraiment la rivalité entre le Zeppeli et Joestar qui étaient de même génération, donc entre Shizar et Joseph, qui étaient voilà, dans une amitié, rivalité. Ils avançaient ensemble et l'un voulait voulait trouver sa propre technique pour faire comme l'autre, etc. Il y avait une notion de voilà, vraiment rivalité comme ça. Et maintenant, on a une relation un peu plus différente, hein, Jérôme.
Ouais, bah alors en fait, on a une fusion des deux, tout simplement. Il va commencer à faire ça, hein, Araki, il va commencer à faire un parallélisme, d'ailleurs, si je veux bien ressortir des mots, hein, des Oui, théories de One Piece. Là, c'est plus de la théorie, hein, c'est de la pratique, en fait, avec Araki, puisque à partir de la partie 7, il va commencer à bourrer des autoréférences et à mélanger un petit peu tout ce qui s'est passé avant pour en faire pour faire que les lecteurs, les anciens lecteurs qui ont tout suivi, euh, ont ont une aventure un peu plus gratifiante puisqu'ils vont commencer à avoir plein de petits détails, à se dire ah mais c'est trop bien, c'est vrai qu'en mélangeant ça et ça donne ça et c'est bien plus intéressant. Et là, bah là c'est les deux épées liées en un, hein, la relation de Joestar de Johnny et Gyro. Et c'est à la fois une amitié, euh, pas de rivalité, quoique peut-être au début il y avait ce truc il faut que Johnny prouve à Gyro qu'il est compétent pour pouvoir apprendre sa oui. technique, etc. Mais c'est vrai qu'après, ça part sur de l'amitié, vraiment pure, franche. De toute façon, ça ne peut qu'évoluer comme ça dans un contexte aussi difficile qu'ils vivent, hein, tous les deux. Et puis en même temps, cette relation un peu de maître-élève. Oui, parce qu'ils ont tous les deux un objectif commun où ils décident voilà, d'être ensemble, de faire la course ensemble et voilà, de se sauver mutuellement. Et puis encore Jairo Zeppeli qui va apprendre beaucoup de choses à Johnny. Mais ils ont aussi chacun un rapport particulier personnel avec leur père. Mhm. Et voilà, la notion du père est aussi une thématique importante dans Steel Ball Run. Ouais, alors, bon, je vais pas monopoliser la parole parce que voilà, le père, hein, la thématique du père dans les mangas, c'est quand même particulier, hein, c'est un souci de société, ça révèle un souci de société. Mais bon, pour faire la petite histoire rapidement, c'est vrai que c'est vraiment en fait la génération de mangaka qui est arrivée après après le boom économique du Japon. Ils ont vu en fait leur père être tout le temps au travail et donc du coup il y a ce manque, ce qui fait que c'est pour ça que vous voyez autant dans les mangas, dans les animés, ce truc du père qui est loin, qui est trop lointain, ou alors c'est le modèle à atteindre, ou c'est voilà. Et là, pour le coup, c'est des relations difficiles, hein, que Jairo et Johnny ont eu avec leur père. Oui, oui, Et, il y a une relation très particulière. On va pas tout raconter, bien sûr, hein. Il faudrait que ceux qui ne connaissent pas le découvrent par eux-mêmes. Euh, mais il y a, autant pour Jairo que pour Johnny, il y a un rapport mauvais quoi, avec le père. Il y a une forme de... Ouais, je sais pas vraiment comment dire ça en fait, mais c'est en d'emprise. fait, ouais, ouais, voilà, c'est une emprise exactement. Et le but, d'ailleurs, il y a carrément un arc, enfin un mini arc qui s'appelle comme ça. C'est Truman's World. Et le but, ça va être un petit peu pour les deux personnages, pour les deux protagonistes, de s'émanciper un petit peu de cette emprise du père. Et, euh, et alors bien plus tard, ce qui est intéressant, c'est que l'antagoniste principal va avoir aussi ce rapport avec le père qui est particulier. Et on va voir que bah, ils auront chacun, en fait, les trois, bah, des histoires avec leur père un peu différentes. Et en fait, ça va être ça le cœur de leur motivation. Donc c'est voilà, c'est super intéressant. Ça fait que le propos est bien plus nuancé et que bah, il conclut vraiment bien son passage au seinen Araki.